je voudrais surtout éveiller culturellement mes contemporains en ce qui concerne la civilisation technique, ou plutôt les différents feuillets historiques et les différentes étapes d'une civilisation technique. Car j'entends des grossièretés qui me découragent. Particulièrement, l'objet technique est rendu responsable de tout. Nos civilisations sont techniciennes, il n'y a pas assez d'âme, ou bien la civilisation de consommation est rendue responsable des désastres de nos jours et du désagrément de vivre. Elle n'est pas tellement technicienne, notre civilisation, mais quand elle l'est quelquefois très mal. Autrement dit, je crois bien qu'il faudrait apporter un tempérament, qu'il faudrait modifier l'idée selon laquelle nous vivons dans une civilisation qui est trop technicienne. Simplement, elle est mal technicienne. Elle est mal technicienne parce qu'à chaque époque, il y a une espèce de pression faite par les utilisateurs pour que les producteurs présentent des objets ayant l'allure, ayant les caractéristiques externes de ceux qui existaient à la génération précédente. On pourrait appeler cela une hystérésis culturelle, une traînée culturelle, un retard culturel. Nous avons dit tout à l'heure que le premier caractère des objets techniques, au moment où ils se constituaient, c'est d'être une unité, d'être indivisible en quelque mesure, car c'était leur principal mérite. La bonne roue doit être une roue indivisible au point de départ. Qu'en résulte-t-il? Il en résulte ceci, c'est qu'ils ressemblent fort à des êtres vivants qui naissent, qui se développent. Ici, l'objet technique naît et se développe en usine, et puis ils ont une vie au grand air, après ils meurent. L'objet technique, au point de départ, est un objet qui, d'abord, n'est pas fait pour se survivre dans l'une de ses parties. Il est un peu comme ce carrosse d'un poète anglais que cite Norbert Wiener, disant « En lui, tout a été usé au même instant et tout s'est effondré. » Cela est bien, mais un objet conçu de cette manière est un objet qui ne représente que le point de départ et la première étape de la constitution technique. Après cela, le progrès technique consiste au contraire en ce que l'objet doit se diviser, se dichotomiser. Une part en lui, une de ses bandes latérales, s'adapte au monde extérieur, l'autre à l'utilisateur. Et à ce moment, une partie de l'objet a tendance à se pérenniser, l'autre change ou s'use et est destiné à être labile. Si l'on traite l'objet au moment où il devient dichotomique comme un objet où tout s'use en même temps et doit être jeté, il y a une erreur culturelle fondamentale. Par exemple, on change d'automobile dès qu'elle est démodée. Et là est le mal. Le mal, c'est le fait qu'à une époque déterminée, l'objet ne soit pas connu selon ses lignes essentielles, qui sont principalement ces lignes temporelles, ces lignes évolutives temporelles, ne soit pas connu comme il devrait l'être par les utilisateurs, ce qui pousse d'ailleurs les producteurs, volontairement ou involontairement, à envelopper l'objet technique d'une publicité ou d'apparence qui camoufle sa réalité essentielle. La troisième étape de l'objet technique est celle qui fait apparaître l'objet de réseau, c'est-à-dire un objet relativement simplifié. À ce moment-là, il doit devenir économiquement facile à acheter et surtout facile à entretenir, car il doit être pluralisé, il doit être relativement segmentaire, chaque partie de cet objet pouvant être échangée en échange standard contre une autre lorsqu'une avarie intervient. Alors que l'objet dichotomisé dont nous parlions tout à l'heure relevait de l'artisan hautement qualifié pour pouvoir être réparé. Dans ces conditions, il y a une évolution de l'objet technique qui fait que les réalités culturelles doivent être aussi contemporaines que possible de la véritable nature de l'objet. Si elles représentent ce qu'était l'objet il y a 20 ans, elles conduisent à une consommation ostentatoire ou à une attitude erronée, finalement à une déception. Alors on charge l'objet technique, on en fait le diable au fond, on le charge de tout ce qui va mal dans la société, alors que ce qui va mal, ça n'est pas que l'objet technique soit le mal et fasse aller tout le reste de travers, c'est simplement que entre l'homme et la chose,
il y a un hiatus, une incompréhension, une espèce de guerre. Voilà, je crois, ce qu'il faudrait remettre en place, une saine connaissance du fait qu'il ne s'agit pas de dire seulement objet technique globalement. L'objet technique, c'est soit un objet technique commençant, soit un objet technique à l'étape dichotomique, comme la force de T, où il essaie de s'adapter à tout, soit enfin un objet de réseau. Et ce n'est pas avec les mêmes attitudes, ce n'est pas en demandant la même utilisation que l'on doit aborder chacune de ces trois étapes. Replacer historiquement l'objet technique, apprendre aux utilisateurs et aussi aux producteurs, qui quelquefois le méritent, qu'il faut être complètement dans le présent historique, ce serait la tâche culturelle la plus importante à laquelle je voudrais arriver. Tout ce que vous dites me ramène à ce que vous avez écrit au sujet de l'incompréhension de la machine, attribuable au fait qu'elle est jugée par une raison qui n'est pas contemporaine d'elle-même. Oui, mais en fait, ce n'est pas seulement une raison, car il y a la raison, il y a le savoir. Pour comprendre un objet technique et pour avoir une attitude droite et juste envers lui, il faut d'abord savoir comment il est constitué dans son essence et avoir assisté à sa genèse, ou directement quand c'est possible, ou par l'enseignement. Or, il n'existe pas d'enseignement de l'histoire des techniques, c'est extrêmement regrettable. Et en plus de la raison, en plus du concept, de la pensée, de l'intelligence, il y a, au-delà du théorique, peut-être une certaine relation à la réalité technique, qui est une relation partiellement affective et émotive, et qui ne doit pas être non plus l'équivalent d'une relation amoureuse ridicule. Il ne faut être ni trop passionné pour les objets techniques, ni exclusivement passionné pour un seul, bien sûr, ni d'autre part complètement indifférent envers eux et les considérant comme des esclaves. Il faut une attitude moyenne d'amitié, de société avec eux, de fréquentation correcte et peut-être quelque chose d'un peu ascétique afin que l'on sache les utiliser même quand ils sont anciens, ingrats, et que l'on puisse avoir une certaine gentillesse pour le vieil objet qui mérite, sinon de l'attendrissement, tout au moins des égards dus à son âge. Ce qui me semble, c'est que l'on pourrait faire une psychanalyse de l'objet technique, comme Bachelard a fait la psychanalyse des éléments. Voilà où je voulais en venir. Bien. Et particulièrement, je crois que chacun des objets techniques peut être traité comme ayant une intention et une attitude. Quand on va contempler un émetteur de télévision qui est au sommet d'une montagne, comme le mont Pilat, à quelques 40 km d'ici, on voit non seulement l'émetteur en tant qu'émetteur, qui est à la place d'un ancien télégraphe, chape, mais on trouve de plus l'antenne réceptrice parabolique qui reçoit le faisceau venant de Paris, et l'autre antenne de l'autre côté de la tour qui émet vers l'Italie du Nord. Et cette antenne de télévision en elle-même, elle n'est que du métal, une vaste parabole en métal inoxydable et un tout petit doublet au centre. Il termine un câble coaxial. Elle est rigide, mais elle est orientée. On voit qu'elle regarde au loin et qu'elle peut recevoir à partir d'un émetteur lointain. Pour moi, elle me paraît être plus qu'un symbole. Elle me paraît représenter une espèce de geste, d'intention, de pouvoir, être presque magique, d'une magie contemporaine. En cela, il y a, entre cette rencontre du haut lieu et du point clé, qui est le point clé de la transmission en hyperfréquence, il y a une espèce de connaturalité entre le réseau humain et la géographie naturelle de la région. Cela est un aspect de poésie, un aspect de signification et de rencontre de signification. Par ailleurs, on pourrait trouver aussi, par une plongée dans le temps, le pouvoir poétique de ce qui était extrêmement parfait et qui, un jour ou l'autre, sera détruit, et déjà peut-être détruit, par le cours d'une évolution qui est extrêmement et très dramatiquement négatrice, ce qui a été pourtant un jour une nouveauté
Voyez les locomotives à vapeur, voyez les grands navires que l'on met de côté parce qu'ils sont désuets. Ce qu'on appelle l'obsolescence, c'est une réalité économique, mais à côté de l'obsolescence économique, il y a une espèce de montée poétique qui n'a pas, je crois, tout à fait suffisamment été mise en valeur. Nous manquons de poètes techniques.